Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce matin en matinale pour un événement exceptionnel comme on n'a jamais organisé au chalet, tellement il est exceptionnel. Nous nous retrouvons avec Philippe Mouret. Bonjour Philippe. Bonjour Martin. Pour la remise de la patate d'or 2024. Le moment est solennel, j'ai sorti la veste. C'était important de mettre la veste pour cet événement, elle est juste derrière. Nous avons la patate d'or 2024 qui va être décernée. C'est le 10e prix, c'est la 10e fois qu'on remet ce prix majeur du jeu de société. Tu l'as obtenu l'année dernière, Philippe. Oui. J'étais ravi. C'était sur le festival Paris Ludique, comme les 9 premières éditions. On remercie évidemment tout le festival et j'ai une pensée. Je vais commencer directement par ça parce que pour moi c'est très important. J'ai une pensée pour Mike et Olivier qui m'ont accompagné sur la création de ce prix en 2013, qui a été décerné à l'époque par Bruno Filitti. On va revenir sur l'historique. Et je vais vous réexpliquer comment fonctionne ce prix, pourquoi il a été créé, quel est le but, quel est le palmarès, quel est très important ce palmarès, et j'en suis absolument ravi. Vous allez voir que c'est grandiose. On a un palmarès avec des auteurs qui sont importants, des éditeurs qui sont importants, des personnalités du monde du ligue, même des journalistes, j'ai envie de dire, parce que pour certains, c'est leur rapport, les échanges qu'ils ont faits qui ont été essentiels pour le monde du jeu de société. Nous allons continuer à dévoiler le palmarès cette année. Tu as eu une mission importante, Philippe. Tu devais choisir le lauréat de 2024. Oui. Mission pas évidente. Ouais. Charge de responsabilité. Il ne révèle pas encore. Hein. Ah ben non, je ne dis rien. C'est assez étonnant. Alors déjà, très honoré d'avoir eu ce prix l'année dernière, une remise par Sophie. Coucou Sophie. Sophie Gravel. Sophie Gravel, oui. Et puis, charge de responsabilité, tu me dis, maintenant, il va falloir choisir qui va te succéder. Je croise Mathieu Despnous, oui. que je connais bien, et qui me dit, mais Philippe, c'est presque dommage, il ne va pas y avoir de suspense l'année prochaine. C'est évident, on sait à qui tu vas la transmettre. C'est vrai, il t'a dit ça, Mathieu. Il a essayé de faire ça. Parce qu'il faut savoir que pendant un an, les gens, c'est pas le sujet de conversation essentiel du monde du jeu, bien entendu, mais les gens font des pronostics quand même. Quand la question est posée, quand on évoque ce sujet-là, il y a cette question, on me le demande assez régulièrement. Est-ce que tu sais qui sera la patate d'or de 2024 ? Et souvent, de l'année suivante, souvent je ne le sais pas. C'est-à-dire que je laisse volontairement le secret, je laisse le lauréat prendre son temps et choisir le moment où il révèle qui sera le prochain vainqueur. Et donc, s'attendait à qui ? Alors, je ne vais rien spoiler, mais Mathieu m'a dit, elle va sortir de l'Europe et elle va finir dans un coffre-fort. Donc, j'ai dit, écoute, je ne sais pas. Pauvre petite patate. Pauvre petite patate. Et puis j'ai laissé passer un peu de temps, et puis je me suis dit, mais finalement, c'est assez facile. Elle, oui. Lui, oui. Elle, oui. Lui, oui. Oh. Et puis finalement, je me suis dit, t'es quand même un petit peu dans la merde parce que ça va pas être facile. Eh non, c'est pas si simple que ça. Et puis, il y a quelque chose de transparent. Je vais réexpliquer le principe. Philippe Mouret, vous ne le connaissez peut-être pas. Il est très important aussi de te représenter au début de cette émission, puisque tu es l'un, j'ai envie de dire, d'un des membres fondateurs d'Asmodée. Tu fais partie de l'équipe originelle, de ceux qui ont compté énormément. Tu es un homme de l'ombre aussi, on ne te voit pas. Alors, dans le milieu, si, on te connaît très bien, mais pour les gens qui achètent du jeu de société, ils ne savent pas qui est Philippe Mouret nécessairement, ils ne savent pas nécessairement qui est Marc Nunes. Parfois, ils savent qui est Croc parce que vous faites partie des gens qui ont fondé Asmodée, donc une importance qui est absolument majeure avec tout ce que ça a engendré à la fois sur ce qu'est aujourd'hui Asmodée, mais c'est sur ce que sont pas mal d'autres éditeurs qui comptent énormément dans le monde du jeu et qui se sont inspirés de manière générale de tout ce que vous avez créé. Sur les 3 fondateurs, vous êtes 2 à être détenteurs de cette patate d'or, puisque Croc l'a reçu, tu l'as reçu, Marc Nunes ne l'a pas encore eu. Peut-être vous allez me dire que c'est injuste et c'est le moment de réexpliquer comment ce prix fonctionne. Et pour ce faire, nous allons nous connecter sur le site d'un monde de jeu pour regarder justement le palmarès, puisque vous avez un article qui est en une du site Un Monde de Jeu. Je vais vérifier que je ne fais pas de bêtises, que je ne révèle pas le nom en même temps, il faut que je fasse attention. J'essaie de penser à tout. Oui, c'est bon, c'est bien la bonne fenêtre. Hop, je peux vous l'envoyer. Si vous vous connectez sur le site, pour ceux qui regardent ce matin uniquement, puisqu'après on va découvrir le nom du lauréat, vous avez cet article qui vous permet de revenir sur ce trophée depuis 2013. Je m'en sers pour vous montrer comment le prix fonctionne. Vous avez toute l'explication, mais je vais vous faire à l'oral, vous n'êtes pas obligé de lire, bien entendu. Ce prix a été créé en 2013 pour remercier une personnalité du monde ludique, qu'elle soit éditeur, auteur, journaliste, organisateur d'événements, illustrateur,
peu importe, ça n'est pas défini, mais pour l'apport qu'il a fait de manière générale dans le monde du jeu. Le premier prix, on l'a créé avec Mike, avec Olivier, qui organisait Paris Ludique à ce moment-là. On a choisi de la remettre à Bruno Feduti. Je dois avouer que j'ai beaucoup insisté. C'est-à-dire, le prix a été créé, mais j'aurais dit que ça serait très très chouette que ça commence par Bruno Feduti, pour une raison qui m'est propre, c'est-à-dire que Bruno Feduti est une personnalité qui évidemment a énormément compté en tant qu'auteur de jeux de société, pour tous ceux qu'il a créés. On peut en citer plein, Citadel en fait partie évidemment, mais aussi, et ça c'était presque plus important pour moi, pour sa démarche de mise en lumière du monde du jeu, à travers notamment son site internet, sur lequel il dressait une ludothèque idéale, les jeux à avoir absolument chez soi. J'avais envie de le remercier pour tout ça, on avait envie de le mettre à l'honneur, et puis il y avait aussi cette volonté, il y a énormément de prix pour plein de jeux, de mettre en honneur, et vous le savez si vous regardez un monde de jeu, puisque c'est aussi notre ligne directrice, cette volonté de montrer qui sont les acteurs, et pourquoi c'est les hommes qui sont derrière tout ça sont importants. L'autre idée de ce prix, c'est que celui qui le reçoit le transmet à la personne suivante. Donc c'est à charge à lui de faire en sorte que ce palmarès soit prestigieux. Et je dois dire que jusqu'à présent, ça a été vraiment une volonté de chacun d'entre eux de construire, de faire partie d'une sorte de communauté de personnes qui comptent dans le monde du jeu, mais aussi, puisque la transmission se passe d'une personne à une autre, il y a ce côté, je dois dire, qui a été souvent très émouvant lors des remises de prix. Le remerciement que chaque personne donne à celui à qui il transmet le prix. Il faut insister sur le fait qu'il ne s'agit pas toujours de copains proches. Parfois, ce sont des personnes qui se connaissent évidemment très bien, mais pour qui ça veut dire quelque chose de remercier. Donc, là, on va faire la liste. Bruno Feduti a remis le prix à Croc. Croc a remis le prix. Croc, évidemment, on vient d'en parler, l'un des fondateurs d'Asmodée, auteur de jeux, personnalité majeure dans le monde du jeu de rôle également, qui l'a remis à Christophe Bollinger. Et il y a eu cette phrase de Croc à Christophe Bollinger, on ne se connaît pas si bien que ça finalement, Christophe, et j'avais envie de te remercier pour tout ce que tu as apporté. Christophe Bollinger, auteur de jeux également. Vous avez pas mal collaboré avec lui sur Dungeon Twister. Exactement. Oui. Christophe Bollinger l'a remis à Roberto Fraga, des auteurs d'univers complètement différents. Et là aussi, il y avait cette forme de remerciement. Vous voyez les 4 premiers lauréats du prix. Là, on est en 2016. Roberto Fraga l'a remis à Mathieu Despnous. L'inénarrable Mathieu. Les 4 premiers sont auteurs de jeux. Mathieu Despnous l'est aussi un peu, mais surtout éditeur de jeux, puisque c'est l'éditeur de Cocktail Games avec tous les nombreux succès que collectionne maintenant Cocktail Games, Trio, Anabi, Contrario, Imagine, Twinit, Top 10 et plein d'autres. Là, le prix change un peu de catégorie, puisque il va se transmettre d'éditeur en éditeur ou distributeur pendant quelques années. Forcément, ça peut, il y a des grandes périodes comme ça. On a eu beaucoup d'auteurs qui l'ont eu. Mathieu Despnous l'a transmis à Yann Laurent. Il avait cette volonté aussi de le remettre à quelqu'un d'un peu plus jeune. C'était quelque chose d'important pour lui. C'était là que la transmission est personnelle. Il aurait tout à fait pu le remettre à Marc Nunes à ce moment-là. C'était possible également. Ce sont des choix qui sont différents. Pour lui, c'était important. Il voulait mettre de la jeunesse dans ce prix-là. C'est Yann Laurent qui l'a reçu, le fondateur de BlackRock. Mathieu m'avait dit à l'époque, il y en a marre des vieux croutons. Mais oui, mais enfin, c'est les phrases qu'il a. En vrai, je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense qu'on remercie aussi. Enfin, je suis d'accord avec lui, évidemment, sur le choix de Yoann Laurent. Je pense que j'ai mis un en trop, là, je le corrigerai. Par contre, je ne suis pas d'accord avec le fait que. Enfin, il faut remercier les gens, quel que soit leur âge. Ça n'a pas d'importance, en réalité. Ensuite, Yoann Laurent l'a remis à Régis Bonnecé. Excellent choix, évidemment. Régis Bonnecé qui a fondé Libellude, mais qui est aussi auteur de jeux à succès. On parle beaucoup de lui aujourd'hui avec la sortie d'Altered. Il en a fait d'autres auparavant, Himalaya, Seasons et quelques autres, qu'il a gardé pendant quelques années, puisque c'est la période Covid. Et on n'a pas remis le prix. Ce prix est intimement lié au festival Paris Ludique. Donc pendant 2 ans, il n'y a pas eu de remise de prix. Mais en 2022, le festival reprend. C'est Sophie Gravel qui reçoit le prix des mains de Régis Bonnecé. Je pense, il me l'a dit, que c'est important pour lui aussi de remettre à une femme. C'est la première femme qui reçoit le prix. Il a tout à fait raison. On doit insister. Vous voyez le palmarès, vous voyez beaucoup d'hommes. Forcément, on vous dit que c'est un prix qui est remis à des hommes, souvent des hommes aux cheveux blancs aussi. Il y a cet aspect-là qui rentre en compte. Mais
c'est normal d'une certaine manière. Alors c'est normal, c'est pas normal que les hommes aient plus d'importance que les femmes dans le monde du jeu du tout, et je ne suis pas en train de vous dire ça, mais ça représente ce qu'a été pendant trop longtemps, doit-on dire, le monde du jeu de société, c'est-à-dire un univers qui était très masculin malgré tout, et heureusement ça change aujourd'hui, on doit s'en féliciter. La remise du prix était tout à fait justifiée auprès de Sophie Gravel. Je suis ravi d'avoir une femme au palmarès, il n'y en a pas suffisamment, j'espère que ça changera dans les années qui viennent, mais on peut pas avoir l'équilibre actuellement puisque ça reflète ce qu'a été le monde du jeu pendant longtemps. Et puis elle a fait un travail, pour avoir beaucoup collaboré avec Sophie, elle a fait un travail exceptionnel. Extraordinaire, extraordinaire, avec une volonté et une capacité à faire des choses qui, moi, m'ont bluffé au fil des années, puisque ça a été notamment l'éditrice de Philosophia, de Plan B par la suite, de Next Move, et elle continue encore les aventures. Sophie a une phrase que j'apprécie toujours, elle m'a dit une fois, pour moi le non est une réponse temporaire. Oui. Non, elle a une force de détermination que je trouve incroyable et une belle réussite. Bravo. Nous allons... alors Sophie a remis le prix, t'as remis le prix l'année dernière lors du Festival Paris Ludique. Il n'y a pas de Festival Paris Ludique cette année du fait des Jeux Olympiques, mais nous continuons le palmarès et tu transmets, j'ai choisi de ne pas avoir de nouveau une phase de pause, donc on va continuer à transmettre le prix et à le remettre, et donc ça se passe cette année au Chalet. Tu as réfléchi pendant une année. Oui, tu m'as dit que le choix n'a pas été simple. Non, le choix n'a pas été simple. Et puis tu m'as appelé avant les vacances d'été en me disant ton choix est fait. Je t'ai dit oui. En fait, après toutes ces hésitations, à un moment, j'ai eu une espèce d'évidence. Ça m'est apparu comme une évidence. Et j'ai dit on va faire ça. Et puis lors de notre appel, j'ai dit oui, Martin, mais je vais transgresser un petit peu les règles. Il y a une subtilité cette année, et ça me va complètement. C'est une excellente idée, c'est ton idée, mais c'est une excellente idée que je valide complètement. Il se passe quelque chose de particulier cette année. Tu as choisi de ne pas remettre un prix. Oui. Mais d'en remettre deux. De remettre deux patates. Oui. Exactement. Donc il y en a une qui est ici, qu'on va transmettre aujourd'hui, évidemment. Pourquoi il n'y en a qu'une, vous allez le comprendre très très rapidement. Ça va être le moment de nous dévoiler ton choix, de nous l'expliquer, et puis de vous montrer qui est avec nous ce matin pour recevoir la patate d'or 2024, et de qui nous allons parler également. Je te passe la parole, Philippe. Alors, c'est un moment important pour moi, parce que je pense que c'est aussi envoyer un message sur... tous les gens avec lesquels nous avons pu collaborer et à construire cet univers du jeu globalement en France. Donc 2 personnes. Allez, j'y vais. Oui, tu peux y aller. Donc Bruno Catala. Bruno Catala, qui est ici présent avec nous ce matin. Qui reçoit également. Bonjour Bruno. Je rallume ton micro, tu veux parler parce que tu te retiens depuis un petit moment. Bonjour à tous. Pourquoi Bruno ? Bruno, parce que c'est Bruno, et je pense que tout le monde le connaît, et il a participé plus qu'activement à cette construction du milieu du jeu de société en France, parce que c'est un auteur extraordinaire, parce qu'on a collaboré assez régulièrement, parce qu'on est souvent alignés dans notre façon de travailler, et puis globalement, personnellement. Et puis voilà, parce que je pense qu'on s'apprécie et que ça a toujours été un grand bonheur de bosser et puis de partager des moments ensemble. Bruno Catala et la patate d'or 2024. Président du monde du jeu, j'ai envie de dire, pendant une année. Forcément, tu seras mis à l'honneur, on aura l'occasion de le redire. Je vois tous les messages de félicitations qui se succèdent. Alors en direct, c'est difficile de les regarder tous, mais je vous vois tous écrire ce matin. Vous êtes déjà 156 qui êtes connectés là tout de suite, qui assistaient à cette remise de la patate d'or de Bruno. Mais, alors, patate d'or 2024, Bruno, mais il y a un deuxième prix qui est remis également, une patate d'or d'honneur. Oui, et je m'étendrai un peu moins, je vais être un peu plus pudique et je laisserai un peu plus Bruno, mais je tenais aussi à la transmettre, cette patate d'or, à Serge Lager. À Serge Lager. Serge Lager qui nous a quittés il y a 2 ans maintenant. 1 an et demi. 1 an et demi, exactement. Donc, et quand tu m'as transmis cette idée-là, quand tu m'as dit j'ai envie de remettre 2 patates d'or cette année, j'ai envie de récompenser Bruno Catala et j'ai envie de récompenser Serge Lager qui a beaucoup travaillé avec Bruno Catala et vous avez tous les deux eu plusieurs années de collaboration. J'ai l'impression que tu es aussi gardien de l'héritage de Serge Lager. Je t'entends beaucoup parler de lui ces derniers temps. Oui, parce que c'est quelqu'un d'important pour moi. Je veux dire, ça a été un déchirement forcément, comme pour beaucoup de monde, mais pour moi en particulier.
Oui, oui, Et oui. donc voilà, donc oui, bien sûr, j'ai envie au travers de ce que je fais de tenter de pérenniser son travail et de poursuivre. Oui, 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 qui nous a quittés donc très récemment. C'est évidemment une émotion assez forte pour beaucoup. Il n'est jamais venu au chalet. C'était un projet qu'on avait aussi de le recevoir, de mettre en avant ces jeux, d'en parler. On va le faire ce matin. On va prendre le temps de regarder, de discuter, d'échanger. On va mettre à jour le site internet pour vous annoncer Serge Lager et Bruno Catala. Patate d'or 2024. Évidemment, c'est toi, Bruno, qui sera en charge de remettre le prix, de choisir, de regarder parmi toutes les personnes. Et alors, la tâche est incroyable parce que, heureusement qu'il n'y a pas de sélection. Je sais que dans vos têtes, au moment de recevoir le prix, vous avez une sélection qui se constitue. Heureusement qu'on ne la communique pas parce qu'il faut choisir une seule personne. Et il y a ce remerciement derrière qui suit et qui est très touchant parce que forcément... Moi, déjà, je suis ravi. Enfin, merci Philippe, vraiment, d'avoir pensé à moi et à nous. Et en fait, ce qui me touche le plus, c'est le fait que Serge soit associé, quoi. Oui. Et voilà. Voilà. Et j'insiste sur le fait qu'il ne s'agit de deux patates d'or différentes, une patate d'or d'honneur et la patate d'or 2024 qui te revient, Bruno Catala, à part entière, bien entendu. Ce qui va se passer cette année, c'est qu'on va avoir l'occasion de mettre en avant vos deux carrières, parce que c'est le principe aussi de ce prix-là. Réussir à revenir sur ce que vous avez fait. Et très vite, on va passer sur les jeux, parce que forcément, il y a un peu d'émotion autour de la table. C'est évoquer les personnes à qui l'on tient, c'est essentiel pour nous. Mais il y a les jeux derrière. Cette année, on revient sur des jeux de société, après ces années d'éditeurs. On revient sur, non pas sur le jeu de société, pardon, sur des auteurs de jeux, 2 auteurs de jeux qui ont énormément compté, et je me suis amusé, et forcément, j'ai pris énormément de plaisir à regarder les jeux que vous avez conçus. On va pouvoir regarder la liste de tous ces jeux. On va peut-être commencer... Alors, Bruno, tu ne m'en voudras pas. J'ai fait des choix qui sont personnels. Je n'ai pas mis tous les jeux que tu as fait. Ah bon ? Il y en avait vraiment beaucoup trop. Ils ont tous leur importance, Désolé. leur petite histoire. C'est évidemment difficile de faire la liste. On va commencer par Serge. Ouais. On va commencer par regarder les jeux qu'il a conçus pour vous expliquer qui est Serge Lager. Je ne dis pas qui était parce que les jeux continuent à vivre. Oui. Ils ont une histoire et on va voir qu'il a une actualité. Il a une actualité. Une actualité qui est forte, notamment cette année 2024. On va avoir l'occasion de revenir lors de la sortie de ces jeux sur, Serge Lager et Patate d'or. Ouais. On va regarder les quelques jeux qu'il a fait. Il y en a eu pas mal quand même. Le Gang des Tractions avant, qui est un jeu qui date un petit peu maintenant, forcément. Alors, c'était un jeu qui avait été publié à part entière, indépendamment du magazine. Hein. Oui, tout à fait. Mais par contre, il avait gagné le Pion d'Or Jeux et Stratégie, en fait, et c'est ce concours d'auteurs, en fait, qui, moi, m'a donné envie. D'abord, m'a donné la compréhension qu'il y avait des auteurs de jeux, parce que c'est grâce à cette revue Jeux et Stratégie que j'ai compris qu'il y avait des auteurs de jeux. C'est quand j'ai joué à ces premiers jeux, Fief et le Gang des Tractions, que je me suis dit, mais moi, un jour, j'ai envie de faire ça. Et j'ai envie de faire ce prix-là, enfin j'ai envie de concourir pour ce prix-là, j'ai envie de le gagner et donc du coup d'être édité, parce qu'à l'époque, l'enjeu de ce concours-là est mené à l'édition. Le vainqueur était édité. Oui, on a un peu le concours de Boulogne-Billancourt qui aujourd'hui relaye ce prix-là. C'est important, hein. Ces concours-là sont essentiels, c'est des marqueurs qui sont importants pour des auteurs. Moi j'insiste toujours beaucoup dessus parce que finalement on parle énormément de commerce, mais ces aspects-là humains sont essentiels également. J'ai jamais joué moi au Gang des Tractions avant, j'étais un peu jeune en 1984, je n'étais pas encore très concentré sur les achats des jeux. Par contre dès le suivant, Castel, ici qui avec date, Bruno Feduti. Avec Bruno Feduti qui date du tout début des années 2000. Alors avec Bruno Feduti qui dans le même temps faisait Citadel. Exactement. Également ils ont travaillé sur des projets, ça a donné des jeux différents, mais c'est les mêmes réflexions au départ qui ont accouché de ces deux jeux. À la base c'est le même projet qui a bifurqué en 2 jeux effectivement. Alors, ces jeux-là, pour les plus récents, ceux qui viennent d'arriver, pardon pour l'image, elle est toute petite, mais on trouve d'anciennes images sur ces jeux plus anciens. Pour ceux qui découvrent le jeu de société depuis quelques années, vous ne connaissez pas forcément ces 2 premiers-là, vous connaissez peut-être plus probablement Mare Nostrum. Là, j'en ai fait des parties de Mare Nostrum. Alors, Mare Nostrum, pour moi, c'est un monument. Un grand monument. Et si on devait résumer Serge, c'est la carrière de Serge, enfin son œuvre en un seul jeu, il faudrait conserver Mare Nostrum. Je pense que c'est le jeu qui le définit par-dessus tout. Dans les interactions entre les joueurs, dans ce que tu vis autour de la table, dans l'élégance des mécanismes. Enfin, voilà, c'est vraiment... c'est un jeu
Qui a marqué son temps. Qui a marqué son temps, vraiment, ouais, tout à fait, effectivement. Ouais. Ouais, c'est... Un jeu absolument essentiel, Mare Nostrum, auquel moi j'ai fait tellement de parties de Mare Nostrum, tellement de souvenirs autour de la table. C'est des parties qui duraient des heures, hein, quand même, qui pouvaient prendre un certain temps. Ouais. Ça dépendait des joueurs, bien entendu, mais si on faisait attention les uns aux autres, on se retrouvait à combien autour de la table? Jusqu'à 6 avec l'extension. Avec l'extension 6, effectivement, on jouait avec l'extension. Et c'est un jeu qui a créé à l'époque une communauté qui est de gens qui sont encore aujourd'hui très soudés entre eux, puisque Serge avait organisé pendant plusieurs années, je crois 4 ou 5 ans, le championnat de France de Mare Nostrum. On se retrouvait à Anse, en région lyonnaise. Et en fait, on était, 20, 30, à participer à un championnat de Mare Nostrum, quoi. C'était assez... avec des gens avec pareil, quasiment des stratégies d'ouverture, quoi. C'est le gambit du grec dans la partie... On continue de dérouler. Alors celui-ci, on va s'attarder un tout petit peu sur le jeu suivant. L'image est toute petite également. Il s'agit des chevaliers de la table ronde. L'image est toute petite, mais hop, je repasse en plein écran. Tu nous as ramené des choses sur ces chevaliers de la table ronde. Les chevaliers de la table ronde, j'ai ramené des choses parce que en fait, j'ai gardé... Bon, j'ai fait, comme tu l'as dit, beaucoup trop de jeux. Donc, bien évidemment, j'ai pas gardé tous les protos. Si tu veux, je récupère la patate ou on la pose un peu plus loin. Ouais. J'ai toujours peur du coup de coude en direct pendant l'émission. Et en fait, il s'est avéré que dans les... Pardon, je parle pas dans le micro. Dans mes déménagements successifs, j'ai viré un paquet de protos parce que ça n'a pas de sens de les garder. Je préfère recycler les éléments. Voilà. Mais il y a 3 protos que j'ai gardés. J'ai gardé 100 fois Nilois. Oui. Parce que c'est le premier jeu que j'ai créé. Oui. Et donc j'ai gardé mon premier proto. Pas le premier édité, mais le premier créé. C'est le premier créé, c'est le premier signé en fait. Oui. Et puis j'ai gardé le prototype des chevaliers de la table ronde. Ah, dans une fabuleuse boîte de Cosmic Encounters. Et si tu ouvres la boîte, tu vas trouver les épées noires et blanches à l'intérieur et qui sont des épées de pique pirate, c'est-à-dire qu'on faisait les... On va regarder ça. on faisait les, tu sais, les brocantes pour récupérer à bas prix des piques pirates. Des épées de pique pirate. Ouais. Je me rends compte que j'ai pas allumé ma vue du haut comme je le fais très souvent. Je suis un grand étourdi de la vue du haut le matin. Je me concentre sur les personnes qui sont présentes autour de nous. Je vais l'allumer subtilement. Vous allez me voir disparaître le temps de le regarder. C'est des épées de pique pirate. Et les pions rouges que tu vois, en fait, ce sont les engins de siège. Parce que... Je ne sais pas si les gens connaissent les chevaliers de la table ronde, il faut recentrer un peu, rappeler ce dont il s'agit. Il s'agit d'un jeu coopératif, mais avec peut-être un félon. Peut-être un félon. C'est pas parce qu'on l'a retrouvé dans d'autres jeux, cette mécanique-là, mais elle a marqué parce que c'était l'un des premiers. Et donc c'est notre première collaboration avec Serge. Je te mets en gros plan le temps d'allumer un Futuo que j'ai bêtement oublié. C'est un jeu qui nous a rendu un peu dingo, on va dire, à cette époque-là. C'est-à-dire que il s'est passé un tel truc autour du jeu que ça nous a porté, ça nous a transformé, on s'appelait 2 fois par jour, si ce n'est plus, etc. Sur nos entourages respectifs, ça n'a pas été simple, parce qu'en fait, jour et nuit, pendant plusieurs mois, on pensait que chevalier en permanence, quoi. Quand tu vis avec des créatifs, c'est pas toujours simple. Alors justement, on avait la question, je ne t'ai pas couvert parce qu'on n'était pas sur ce sujet-là, mais sur le chat, on continue à regarder les personnes qui regardent en direct l'émission et nous demandent quel était ton métier avant. Moi, j'étais ingénieur en sciences et matériaux. Et tu l'étais plus à cette époque-là? Si, tu l'étais toujours. Si, bien sûr. Et j'étais donc je travaillais en recherche et développement pour la mise au point de nouveaux alliages de tungstène. Je vous montre les épées de pique pirate, vous aviez envie de les voir. C'est la magie des prototypes, on a des éléments qui n'ont rien à voir. Et alors tu tiens dans ta main alors ça s'appelait pas encore le Spiel des Jahres à cette époque-là. En fait, ça s'appelait Spiel des Jahres, c'était remis lors de la cérémonie du prix, mais par contre, à l'époque, il n'y avait que le Spiel rouge, il y avait le Spiel, c'est tout. Mais par contre, pas tous les ans, mais régulièrement, ils remettaient un Sonderpreis, c'est-à-dire un prix spécial du jury. Et en fait, il nous avait remis à Serge et à moi ce Spiel pour les chevaliers de la table ronde. Et on voit effectivement que c'est exactement un Spiel, parce que un peu plus tard... C'est devenu le Sonderpreis, c'est devenu le prix jeu expert, enfin un jeu... Ce qu'on appelle le noir. Exactement, le noir. Voilà, exactement. Donc ce prix maintenant existe clairement. Tu as gagné le prix du jeu, entre guillemets, expert. C'est bien un trophée tout à fait semblable aux autres Spiel des Jahres. Et donc, c'est vraiment important pour moi. Enfin, ce jeu est vraiment important pour moi, parce que d'abord, dans cette collaboration avec Serge, qui a créé quelque chose d'assez unique entre nous.
Et en plus, c'est ce jeu-là qui a initié par Serge. Hein. Serge m'a invité sur un projet qu'il avait déjà commencé seul. Et c'est ce jeu-là qui finalement contribue à me donner une reconnaissance d'auteur à l'international. Donc du coup, forcément, c'est nécessairement important, quoi. Voilà, prix essentiel. Tu fais partie, d'ailleurs, on le redira quand on regardera ta ludographie, tu fais partie de ceux qui ont gagné les trois Spiels. Oui, le Spiel enfant et le Spiel le rouge, le fameux. Oui, mais j'ai pas fait exprès. Bon, non, on fait des jeux, mais après derrière, oui, effectivement. Non, mais voilà. Donc en tout cas, voilà. Donc c'est forcément, ce jeu a été un marqueur pour nous deux, hein, je veux dire, forcément, parce que ça veut dire qu'on est allé à Berlin, qu'on a, enfin, la cérémonie, tout ça, etc., etc. Le jeu suivant, on va enchaîner, on va les regarder, on ne va pas s'attarder sur chacun d'entre eux évidemment, mais quelques jeux pour vous resituer la carrière de Serge Laget. Nous avons Mystère à l'Abbaye. Avec Bruno Feduti aussi. Avec Bruno Feduti, exactement. Là, on enchaîne derrière. Alors très important, un Mystère à l'Abbaye qui a connu plusieurs éditions, qui n'est plus disponible aujourd'hui, mais qui a compté parmi les jeux publiés par Days of Wonder. Celui-ci non plus n'est plus disponible du ballet. Non, mais par contre, il a aussi une histoire, parce que j'ai expliqué tout à l'heure que ce concours du Pion d'Or jeu et stratégie qui ensuite s'est transformé en concours de création de Boulogne-Billancourt, etc. C'était ce que c'était mon objectif, je voulais le gagner, etc. Et avec le proto du ballet, avec Serge, on a concouru et on a gagné. On a gagné avec un prix, donc voilà. À Boulogne-Billancourt, la ludothèque de Boulogne-Billancourt récompense Serge Laget et Bruno Catala. Et c'est le deuxième prototype que j'ai gardé. Ah, il y a eu d'autres prix. Philippe, tu es déjà dans l'histoire là sur du ballet parce que c'est un jeu qui est publié par Asmodée. C'est notre première collaboration. C'est notre première collaboration, exactement. Ouais. Et c'est Philippe qui était chef de projet, on peut dire, à ce moment-là, sur le sujet, qui s'est chargé de l'édition de celui-là. Ouais. Et donc, on a gagné aussi l'As d'Or avec ce jeu-là. On est en 2006, si je ne me trompe pas. C'est ça, du ballet. 2006. Alors... Et je crois que c'est le premier jeu sorti sous forme de livre. Exactement. Tout à fait. Et c'était déjà dans notre proto, puisqu'à l'intérieur du proto, il y avait ce grimoire dans lequel on allait lancer les dés, etc. Ça passe-le-moi que je le montre un petit peu à l'écran. Je vais commencer à ranger parce qu'on a vite fait de poser plein d'éléments. On est toujours sur la carrière de Serge Laget, évidemment. On le voit. Il y a pas mal de jeux communs entre vous deux, puisque vous avez souvent travaillé ensemble. Ici, nous avons le matériel du prototype. Tu nous as dit, donc tu as gardé 3 prototypes. Ouais. Il en fait partie, celui-ci, ce fameux grimoire dans lequel on lance les dés. Le jeu n'est plus édité. Non. C'est malheureux, je trouve. C'est dommage parce que c'est un jeu qui est toujours moderne dans ses mécaniques. Observation, rapidité. Ouais. Et en fait, on trouvait que dans un jeu de course, c'était logique qu'une mécanique d'observation, rapidité se mariait bien avec la notion de jeu de course, en fait. Oui. Et là, ici, vous avez la version allemande, m'as-tu dit. Enfin, la boîte, c'est exactement la même, mais à l'intérieur, au niveau du parcours, tu as les deux parcours. Tu as le parcours plateau de la version française. Ça, c'est la version française. On a un plateau à l'intérieur qu'on va pouvoir parcourir pour ceux qui connaissent du ballet. Vous l'avez peut-être déjà vu. Moi, il fait évidemment partie de ma collection. Quand il a gagné l'As d'Or, on a évidemment... on m'intéressait déjà beaucoup à toutes ces choses-là à ce moment-là. On a acheté le jeu, on y a beaucoup joué. Plateau un petit peu cryptique. Un petit peu cryptique, qui était un petit peu, voilà, enfin pas pratique à jouer, en tout cas en termes d'ergonomie. Pas des plus pratiques à jouer. Exactement. Par contre, la version allemande, ils avaient fait des tuiles et donc tu créais ton parcours sur la table et ils avaient même fait des figurines de sorcières. Voilà. Tu gardes des versions de tous tes jeux dans des langues différentes quand tu Non, absolument pas. Pas du tout ? Non. 200 jeux quand même, donc je sais pas combien, moi j'ai vu 200 entrées sur BGG. Ouais, moi j'ai un exemplaire de chacun de mes jeux, mais j'ai pas un exemplaire dans chacune des langues. Ouais. Je garde un exemplaire de chacun de mes jeux chez moi. Ouais. Bah, c'est déjà compliqué surtout, c'est-à-dire que il faut savoir... faut savoir les ranger derrière. Là j'ai gardé les éléments de la version allemande, tout simplement parce que si j'y rejoue, je rejouerai avec celui-là. Et puis si jamais un jour je le représentais à un éditeur qui soit intéressé, je montrerai ce parcours-là. On aimerait bien revoir une édition de Duballet. Moi, j'aimerais bien. Je trouve que c'est... Mais après, il y a tous des aspects commerciaux. En tant qu'éditeur, Philippe, sur un jeu comme ça, quels sont les critères qui peuvent amener à sa réédition ? En fait, sa non-édition aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on est tous pris dans une espèce de quotidien et à travailler ardemment sur les prochains jeux. Et c'est vrai qu'il faut qu'on prenne, on en parlait au studio, prendre un peu de temps et regarder ce qu'on a fait et se dire, bah oui, ça,
Ouais. a envie de retravailler avec les auteurs et relancer le jeu. Et pourquoi pas sur du ballet en tout cas. Sur du ballet, moi, c'est marrant parce que je dis nous, parce que pour moi, même si je me retrouverais seul à porter le truc, pour moi c'est nous quand même. On serait forcément partant, de toute façon, et avec, parce que c'est des choses dont on avait déjà discuté, avec une volonté, c'est de faire une modification sur ce jeu. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu d'observation rapidité, et en fait, on n'est pas égaux face à ça. Il y a des gens, et moi en particulier, qui ont une facilité à... On est de moins en moins égaux avec mais moi, je suis c'est le genre de jeu sur lequel moi, j'avais plus personne qui voulait jouer avec moi parce que je suis trop chiant. Je lance les dés, je ferme la boîte immédiatement et je sais ce qu'il y a dedans, en fait. J'ai une mémoire photographique limite autistique, en fait, sur ce genre de truc, donc c'est... Et donc, à un moment donné, il faut faire attention à ce que ces mécanismes-là, qui peuvent être super sympas à jouer, ne deviennent pas trop frustrants pour une partie des joueurs. Ouais. Et donc là, il y a un petit truc à trouver, sur lequel on avait des idées, sur le fait de pouvoir conserver cette mécanique-là qui est la base du jeu, tout en tamponnant un tout petit peu pour avoir un aspect frustration moins marqué sur une partie des joueurs. Peut-être un jour une réédition du ballet, ce serait une bonne nouvelle aussi. Moi je suis attaché à ce jeu, je vois que c'est le cas parce que sur le chat je lis de temps en temps vos commentaires, pas tout le temps parce qu'on a tellement de choses à évoquer que des fois on regarde à côté. Nous avons aucun équivalent à du ballet aujourd'hui, nous dit Crotte de Bic, très joli pseudo. Je vois des gens qui nous disent une réédition Harry Potter, non pitié. Non. Ça, c'est un avis personnel. Mais il y a eu des versions Harry Potter de grands classiques de jeux de société, ça n'a pas très bien marché ces dernières années. Non. Donc Non, puis surtout le problème, c'est pas la licence en tant que telle Harry Potter. Le problème, c'est les gardiens de la licence. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont t'obliger à utiliser des banques d'images, etc. Et donc, ce qui fait que tous les jeux Harry Potter se ressemblent. Et donc, tu n'as aucune identité. Et je pense que c'est la mauvaise approche. C'est-à-dire que typiquement, quand tu vois, moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire un jeu avec la licence du Trône de Fer. Oui. Ce qui fait que ce jeu-là, plusieurs années après, alors que maintenant cette licence-là, elle est plus forcément, enfin la série, il y a les suites, etc. Mais la série de base, elle est terminée, fait que ce jeu-là n'est pas obsolète aujourd'hui dans son contenu. Enfin, je parle pas du game design, je parle vraiment de son look. C'est que le jeu a été illustré. Oui. Et donc les illustrations, elles deviennent entre guillemets un peu intemporelles. Alors que quand tu es obligé d'utiliser des images du film, en fait c'est très lisse, tout se ressemble et t'as aucune âme. Et donc je pense que c'est exactement ce qu'il faut pas faire. Je suis assez d'accord. C'est un long sujet les jeux à licence. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Ouais. Ludovic Maublanc y a goûté. Je sais bien, et c'est dommage parce que sa version qu'il avait était vraiment bien. Oui. D'un point de vue ludique. Mais on peut néanmoins faire des jolis projets sur... oui, bien sûr. Vous en avez quelques-uns. Et on a le cas, effectivement, tu parlais du Seigneur des Anneaux, c'est le cas cette année. Vous avez une sortie Seigneur des Anneaux qui, à mon avis... la licence ne pose pas de problème. On continue de regarder, à regarder la liste des jeux qui ont été publiés par Serge Lager, Keops, Bruno Feduti, Serge Lager. On avait déjà parlé de Mystère à l'Abbaye. Senji, que vous avez signé tous les deux. Senji, où on a aussi travaillé ensemble avec Philippe, qui n'est plus non plus au catalogue. L'idée, alors c'est très rigolo parce que l'idée de Senji, l'envie de Senji est née à l'occasion d'une réunion avec vous à Boulogne. Oui, on travaillait ensemble, je ne sais pas sur quel projet, je ne me rappelle pas. Et en fait, pendant la pause, ou quand on était à déjeuner, Marc a évoqué l'envie d'un jeu sur le Japon médiéval. Ouais. Marc Nunez. Oui. Et toi aussi, etc., etc. Et puis quand on est rentré dans le train avec Serge, on s'est dit, on a bien entendu ce qu'on a entendu. Bon, on va le faire alors. Et on l'avait sorti à la Gen Con. Exactement. Gen Con, pareil. Tout à fait. J'ai oublié l'année. Exactement. Je ne sais pas non plus l'année, mais je me rappelle très bien être habillé en samouraï au milieu du truc et faire jouer les gens et tout ça. J'ai très bon souvenir de ça. C'est toi sur la couverture, on peut le dire quand même. Non, pas du tout en fait. Non, c'est vraiment un hasard pour le coup. Ouais. On enchaîne avec Ad Astra. Alors, on a beaucoup parlé des jeux avec Bruno Feduti. Je ne me suis pas attardé dessus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants, forcément, mais on les passe un peu rapidement. On prendra le temps de faire un article beaucoup plus détaillé sur chacune de vos ludothèques sur le site internet d'un monde de jeux.
Mystery Express avec avec Antoine Antoine Bozat. Bossard. Tout à fait, et voilà, chez Days. Chez Days of Wonder, Ouais. beaucoup de jeux qui sont parus chez Days of Wonder dans la ludothèque de Serge Laget. Nous avons Cargo Noir que moi j'aime beaucoup. Cargo Noir aussi, pour moi, où il est seul auteur, ça fait partie des jeux où il est seul auteur, Oui. parce que comme moi, il a fait beaucoup de collaborations, Serge. Et pour moi, là aussi, c'est un jeu exceptionnel. J'aime beaucoup. C'est un jeu là on retrouve tout ce qui fait Serge, c'est-à-dire l'élégance dans les mécanismes, les interactions, la profondeur. C'est un jeu qui mériterait largement une seconde vie. Moi je pense, c'est très personnel, hein, je pense qu'il faudrait changer la thématique. Et la taille de la boîte. Ouais, bien sûr, mais et surtout il faudrait trouver... en fait c'est un jeu qui est à la fois très simple, ce qui est sa force, mais très exigeant. C'est-à-dire que comme c'est un jeu d'enchères, la base des enchères, qui est très simple, ça marche bien quand tous les joueurs autour de la table ont la même notion de ce que peuvent coûter les choses. Et comme t'as pas de garde-fou, quelqu'un qui démarre dans ce genre de jeu, qui donc est capable de comprendre la règle, mais pas de comprendre nécessairement les enjeux, ne va pas lâcher. Oui. Et donc il peut faire all-in sur son premier tour de jeu, et derrière, sa partie, elle est terminée. C'est-à-dire qu'il va continuer à jouer, mais il n'aura aucune possibilité de se rattraper, c'est mort. Et donc du coup, dans ce jeu-là, pour une seconde vie qui mériterait vraiment, il y aurait juste ce petit aspect-là à mettre un garde-fou pour empêcher quelqu'un d'avoir un comportement de premier tour qui le tue, en fait. Tu vois, mais le jeu, il est bestial. Ouais, moi j'ai des souvenirs aussi sur ce jeu parce que c'est le premier jeu sur lequel je fais une vidéo chez Trick Track. Ouais. J'ai l'occasion de tourner la vidéo à Cannes pendant le Festival des Jeux et j'ai un très bon souvenir de ce moment-là. Et évidemment, c'est avec Serge. Très très bon souvenir, c'est ce Cargo Noir. J'ai une question là-dessus parce que tu travailles toujours, évidemment, et on le comprend, sur les jeux que vous avez co-signés. En ce moment, tu fais tourner des versions, je vois des choses. C'est que l'histoire s'est terminée brutalement. Oui. Mais quand je dis brutalement, c'est-à-dire que en fait, une semaine avant, on travaille ensemble. Oui. On travaille ensemble pendant 2 heures sur des projets communs, des projets en cours. On doit se voir le week-end d'après. Et ça s'arrête là. Mais donc, du coup, les projets en cours, je les ai pas stoppés. Enfin, je les ai stoppés pendant un temps parce que, en fait, pendant un certain temps, j'ai pas réussi simplement à ouvrir les boîtes des protos qui étaient sur mon bureau. J'y arrivais pas. Donc, ça m'a affecté profondément. Et pour tout dire, j'ai même, pendant plusieurs mois, hésité vraiment à arrêter. Oui. À arrêter le game design. Je suis très content que tu ne l'aies pas fait. À stopper. Le game design de manière générale. Oui, parce que c'était trop difficile. Et puis maintenant, je suis reparti. Et maintenant, en fait, oui, j'ai envie de porter les projets communs en cours jusqu'au bout. Et je sais qu'au niveau des ayants droit, parce que là, maintenant, on peut parler des ayants droit. Donc, la famille de Serge, ses enfants, etc., sont de toute façon détenteurs des droits. Et ils sont tout à fait ouverts à ce que l'œuvre continue. Ce qui veut dire que si au niveau d'éditeur, il y a des envies d'édition, de jeux dans lesquels moi je ne suis pas du tout impliqué. C'était la question que j'allais te poser. En fait, c'était l'origine de ma question. C'est qu'évidemment, on comprend tout à fait que tu travailles sur les jeux que vous avez en commun, comme les Chevaliers de la Table Ronde et d'autres. Sur un jeu comme Cargo Noir, par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas demander à Serge Laget de continuer à faire vivre un jeu comme ça. Est-ce que c'est possible ? C'est tout à fait possible parce que d'abord, premièrement, les droits des jeux de Serge sont gérés par un avocat. Oui. Qui s'appelle Pierre Joux et qui est un avocat qui fait référence au niveau de la gestion des droits d'auteur et ainsi de suite. Et après, c'est lui qui signe les contrats en accord avec les ayants droit, et ensuite l'argent est dispatché entre les ayants droit, si tu veux. Ce qui veut dire que, par exemple, moi je viens de signer un contrat on en reviendra après, sur un jeu commun. Et donc, du coup, ça n'a posé administrativement aucun problème. Et la famille est tout à fait OK à ce que l'œuvre continue dans la mesure où ça fait sens. Et voilà. Après, moi, sur certains projets et ainsi de suite, s'ils le souhaitent, je serai là pour accompagner le truc, mais simplement d'un point de vue, conseil, amitié, etc. Voilà. Enfin, voilà, c'est évident que tout ce que je pourrais faire pour que son œuvre continue et que eux en profitent, je suis là pour ça, quoi. Je veux dire,
je suis un peu en mission, quoi, d'une certaine façon. Sur un jeu comme Carré Noir où il est tout seul, effectivement, il faut un regard d'auteur et on verra si un jour il se passe quelque chose autour d'un jeu tel que celui-ci. Par contre, le suivant, celui qu'on monte là, vous êtes tous les deux auteurs. On est tous les deux auteurs, et là c'est rigolo aussi parce que Philippe est impliqué dans ce jeu-là aussi. Oui. Parce que c'est toi là aussi qui étais chef de projet sur cette gamme, parce qu'en fait il y a eu 2 jeux dans cette gamme. Divinare, qui était un jeu que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Les 2 jeux n'ont pas eu le succès qu'on aurait espéré. Voilà. Mais alors, ce qui est rigolo, c'est que là, maintenant, il y a une histoire par rapport au chalet, par rapport à Mundus Novus. Ah bah, Mundus Novus, moi, c'est un jeu que j'aime énormément. En fait, et très souvent, on en a reparlé. Quand tu es venu, on a tourné une petite séquence ensemble. Je suis venu il y a 2 ans. Ouais. Il y a 2 ans, je crois que c'était à l'occasion de Lumen. Et le soir, tu m'as dit, tiens, on va rejouer à un jeu d'avant, et tout ça. Et puis au fur et à mesure, on rejouait à Mundus Novus, je me disais, putain, quand même, c'était bien ce jeu. Ouais. On est passé à côté pour tout un tas de raisons. Et en même temps que j'y jouais, au fur et à mesure, je me disais, mais pourquoi on a fait ça comme ça ? Parce que le jeu, je le connais par cœur, je l'adore, et pour autant, pendant la partie, j'ai beau le connaître par cœur, à la fin de chaque tour de jeu, j'étais obligé moi-même de revenir à l'aide de jeu pour me dire les cartes, si je les combine comme ça me fait tant de points, si je les combine comme ça, si j'accède à telle carte, je me suis dit mais c'est trop compliqué en fait. Et là je suis rentré et j'ai appelé Serge et je lui ai fait part de l'expérience, j'ai dit écoute il faut qu'on rebosse Mundus et il faut qu'on simplifie ça quoi, parce que voilà, il me dit ah ouais c'est une bonne idée tout ça, et c'est là où on a commencé. Donc en fait on a commencé à retravailler Mundus à ce moment-là, et ça fait partie de nos dernières discussions. J'ai terminé le projet seul, et le projet, il est là maintenant. Voilà. Et c'est ce projet-là qu'on vient de signer. C'est celui-ci. Ouais. Ah, très très bonne nouvelle. C'est vrai que Aline, je la vois commenter sur le chat, on est très attachés, nous, à nos Mundus Novus. C'est un jeu qu'on a eu envie de défendre, de représenter, de remettre en avant. C'est pas du tout à cause du chalet que ce jeu est édité, évidemment, parce que tu as fait le travail derrière pour le présenter. On voit le titre. Nidavlar. Bah oui. Est-ce que c'est une indication sur l'éditeur chez qui tu l'as signé ? Exactement, c'est signé chez Greux Games. Et en fait, je sais pas si on a le temps, mais... Bien sûr. Là, on fait ce qu'on veut. Hein. La dernière discussion qu'on a avec Serge, on parle entre autres de ce projet-là, de ce projet Mundus. Et puis, en fait, la dernière fois, quand on s'est vu avant, quelques semaines avant, Serge me propose de travailler avec lui sur une version 2 joueurs de Nidavélire. Oui. Et je lui dis, bah écoute, déjà, si tu me le proposes, la réponse, elle va être forcément oui. Parce que merci pour la proposition, et puis faire un truc ensemble, bien sûr, mais je ne sais pas si c'est opportun. Je ne sais pas si c'est opportun, parce que moi, je viens de faire Seven Wonders Duel, je suis en train de travailler sur Splendor Duel, là, ça serait Nidavélire Duel, ça peut avoir du sens, mais il faut faire attention à l'image que ça projette, et je ne suis pas sûr que mon apport, comme ça, sera vécu de façon positive par les joueurs. Et donc, je ne suis pas certain que ça puisse pas péjorer le projet plus que le booster. En tout cas, ça m'interroge. Mais si c'est ça que tu veux, je veux dire avec plaisir. Mais voilà, donc je m'interrogeais par rapport à ça. Et je lui dis, par contre, Nidavélire, moi je l'ai joué, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai joué il y a, entre guillemets, relativement longtemps. Il faut d'abord que je rejoue à Nidavélire pour savoir un peu qu'est-ce qu'on peut envisager par rapport à une version de joueur. Et donc et c'est à peu près au même moment où on vient de rejouer nous ici à Mundus. Et je rejoue à Nidavélire, et là il y a un truc qui me pète à la gueule. Et je le rappelle, et je dis Serge, est-ce que tu te rends compte que Mundus Novus et Nidavélire c'est le même jeu ? Il me dit quoi ? Je dis non, les mécanismes n'ont rien à voir. Mais c'est 2 jeux de collection de cartes, et en fait l'expérience de jeu est assez proche, parce que tu récupères des cartes de façon différente, mais quand tu les mets en horizontal ça fait des points, quand tu les mets en vertical ça fait des effets. Oui. C'est la même expérience de jeu, et là on commence à se dire mais est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire en fait à l'un, l'autre, etc. Et c'est notre dernière discussion, il n'y a rien eu d'acté. Donc moi, après, quand je reprends Mundus, je ne me permets pas de le mettre dans l'univers du Nidavélire, parce que c'est pas quelque chose qu'on a acté ensemble. Ouais.
Donc je fais un Mundus Novus un proto qui s'appelle Golden Eggs. Je pars sur une histoire de ferme avec des poules aux œufs d'or, etc. Oui, je me souviens. Une thématique qui est pas très importante en tant que telle, mais qui permet, moi, de travailler et de porter le projet. À chacun de tes passages au chalet, on rejouait la version en cours de Mundus Novus. Exactement. Et puis, je présente le jeu à Greux Games, à Cannes de cette année. Et puis, il trouve le jeu top. Et puis, il le garde. Et puis, une semaine après, Florian, il m'écrit, un peu gêné. Oui. Disant on adore le jeu, etc. Ça nous plaît, on aimerait bien y aller. Mais voilà, on sait pas trop comment te dire, mais on se dit qu'en fait, il faudrait le mettre dans l'univers de Nidavellir. Ouais. Je dis, dans mes bras. parce que si ça vient de toi, éditeur, et que tu fais ce chemin-là, etc., pour moi, ça fait sens. Je me serais pas permis de le faire, de préempter l'univers, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Mais dans la mesure où toi, éditorialement, tu trouves que ça fait sens, oui, et depuis, on a reconstruit le proto comme ça, et en fait, ce qui est fou, c'est que tout a un sens. C'est-à-dire que dans cet univers-là, le jeu, il prend toute sa quintessence, et finalement, c'est ce qui pouvait lui arriver de mieux, en fait. Et ça sera pour Cannes 2026, je crois. 2026, on a un petit peu de temps. Ouais. Voilà. On a Guillaume, notre monteur, qui nous dit, j'ai testé ce proto, je crois. Il y a peut-être eu l'occasion, tu l'as peut-être montré en festival. Et alors, Philippe, il n'est plus chez Asmodée, du coup, Mundus Novus. Non. Est-ce qu'il y a une frustration ? Comment tu vis ça ? Ces projets que tu as contribué à créer, que tu vois partir chez d'autres, c'est la vie d'un jeu, mais... C'est la vie d'un jeu, et puis je pense qu'il faut rester toujours en bonne connexion. La relation auteur-éditeur, elle est primordiale. Je pense qu'il faut rester juste, soit tu conserves cette envie de retravailler le jeu et en partenariat avec l'auteur et avec un nouveau projet, et il faut le garder. Et s'il n'y a pas cette volonté pour X raisons, je pense qu'il faut le rendre à l'auteur et il faut que le jeu ait une nouvelle vie, lui laisser l'occasion d'avoir une nouvelle vie ailleurs. On va continuer à regarder les jeux publiés, on arrive tranquillement sur la fin de la liste. Il y a beaucoup de choses, il y a tellement d'histoires à raconter sur chaque chose. C'est ça aussi qu'on aime dans le jeu de société, toutes ces petites histoires-là que l'on évoque. Mundus Novus, bien sûr. Shadows over Camelot, on va passer assez vite, mais c'est un jeu de cartes qui est issu évidemment, alors là c'était sous le nom anglais, parce qu'il n'y a qu'une version, je crois, du titre. Ouais. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, des Chevaliers de la Table Ronde. Est-ce qu'on continue à faire maintenant une seule version de chaque titre pour le développement à l'international ? Ouais, de toute façon, pour le référencement sur les bases de données, c'est préférable d'avoir un seul titre, hein, mais après, des fois, c'est pas toujours possible. Mais, puis les aventuriers du rail nous montrent que c'est pas forcément non plus obligatoire. Ouais. Argo avec Bruno Feduti, ils ont beaucoup travaillé ensemble, Serge Lager et Bruno Feduti, et on termine avec Nidavellir. Nidavellir qui est aussi un jeu, ça fait partie de ses monuments. Si on doit en garder 3, effectivement, on va dire les jeux qu'il a fait seul, finalement, Mare Nostrum, Cargo Noir et puis Nidavellir. Nidavellir, c'est son... Voilà, c'est un jeu qui continue à avoir une très belle vie, c'est un jeu sur lequel il y a une actualité qui va arriver. Oui. Puisque je crois qu'il va s'appeler Nain, c'est ça exactement, il y a une petite boîte Nain qui va sortir également dans l'univers de Nidavellir. C'est ça, voilà, c'est Nidavellir dans l'univers d'une bande dessinée, c'est ça. Exactement, Oui, tu as raison, c'est sur une bande dessinée, je me mélange un petit peu. Difficile de ne pas garder les Chevaliers de la Table Ronde quand même, c'est élégant de garder ceux qu'il a fait tout seul, mais les Chevaliers de la Table Ronde est une pierre essentielle de la ludographie de Serge Lager. On a fait celle de Serge Lager, on a mis beaucoup de ses jeux, parce que c'est un auteur qui fait finalement relativement peu de jeux étant donné la longueur de sa carrière, qui commence en 1984. On va passer à la tienne, tu as fait beaucoup plus de jeux, Bruno. Beaucoup plus de jeux. C'est là où on voit que la quantité ne rime pas forcément avec la qualité. On va voir que la quantité rime avec la qualité. Vous allez pouvoir le constater également, parce que c'est un crève-cœur, mais je ne les ai pas tous mis, forcément. On va passer assez rapidement également sur pas mal d'entre eux, mais à chaque fois, quand je regardais la liste, je me suis dit plein de fois, mais si, celui-là, il faut le mettre. Peut-être celui-ci, les gens ne le connaissent pas, mais moi, je l'adore. Il faut que je le mette absolument. On commence avec Guerrebé. C'est le premier, celui-ci ? C'est le premier jeu. Il fait partie des 3 premiers, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est le premier jeu publié, donc c'est octobre 2002. Voilà. Avec Sans foi ni loi, qui est le premier signé, qui est paru l'année suivante. Exactement, tout à fait. Il y en avait un troisième, qui était La ruée vers l'or, non, c'est pas ça ? Non, c'était, donc il y avait Guerrebé, Tony et Tino, Drake et Drake, qui étaient les trois premiers jeux. Ouais. Après, il y a eu
Ouais. Donc ces deux-là ne sont plus édités aujourd'hui. Par contre, Symphony Roll, j'ai encore le proto. Ouais. Bah oui, premier jeu, forcément, on garde ça précieusement. Drôle de zèbre. Toute petite vignette, je suis désolé pour la taille de cette image, mais par contre, ça c'est un jeu auquel je suis très attaché, qui a eu le droit à une réédition. Qui s'appelait Kiwara. Le jeu est... Genre, Serge adorait ce jeu. On en a fait des dizaines et des dizaines de parties ensemble. Ouais. C'est un jeu sur lequel, aujourd'hui, tu sais, des fois, je suis content de reprendre certains jeux et je me dis, il faudrait changer ça, Ouais. C'est un jeu dans lequel il y a aujourd'hui encore, il n'y aurait rien à changer. Ouais. Et cette édition-là, j'avoue, je la préfère à Kiwara, moi. Ouais, la moi première édition, je suis très attaché. Et en fait, c'est un jeu qui a été édité grâce à Croc. Je crois que au sein de chez vous, c'était Croc qui croyait particulièrement. Et, il n'est plus au catalogue. Alors, moi, il a eu une réédition qui n'a pas fonctionné, donc ça n'aide pas le jeu non plus, mais c'est toujours un jeu auquel je crois. Celui-là, il mériterait tellement une belle édition. J'aimerais énormément vous le présenter dans une vidéo, le remettre en avant, faire quelque chose. Bruno, si on trouve un moment, moi je le propose encore une fois, parce que là, Kiwara commence à dater un peu. Ouais. Si on trouve l'occasion de remontrer ce jeu... Ah, mais alors avec plaisir, surtout que c'est un jeu que j'adore jouer, moi. Ouais. Donc, c'est un chef-d'œuvre, vraiment, c'est un jeu à avoir chez soi, et ça ne va pas être facile pour ceux qui ne le connaissent pas de pouvoir le récupérer. Nous avons les Chevaliers de la Table Ronde, on en a déjà parlé. Ouais, par contre aujourd'hui j'ai ça. Voilà, alors... Ça, c'est un prototype qui est en cours de développement, sur lequel tu travailles aujourd'hui. Ouais, sur lequel je passe l'essentiel de mon temps là-dessus en ce moment. On le voit beaucoup, vraiment. En salon, pas en salon véritablement, mais à chaque fois que je te croise, en tout cas, tu le fais beaucoup tourner. Ouais, puis pas parce que, pas simplement parce que je cherche un éditeur, mais parce qu'en fait, en ce moment, on joue qu'à ça, quoi. Enfin, on enchaîne les parties, ça nous porte. Ça se joue de 1 à 7 maintenant dans cette version-là. Et voilà, je suis super content d'avoir réussi à finaliser ce projet qu'on a porté pendant des années avec Serge. Et voilà, et je tenterai de trouver la meilleure terre d'accueil possible. Les retours sont exceptionnels. Hein. Les joueurs que je vois passer me racontent après les parties. C'est un jeu à débrief. Oui. On fait la partie et après on se la raconte. Alors justement, c'est un point très important pour moi. C'est-à-dire que là, je vais venir sur un terme qui m'agace dans le jeu de société. C'est le jeu narratif. Oui. Un jeu est narratif à partir du moment où à la fin de ta partie, tu as vécu quelque chose que tu as envie de raconter, et c'est pas forcément parce que tu as lu du texte, ou parce que ci, ou parce que ça, etc. Un jeu est narratif par nature, en fait. Ça, c'est peut-être aussi le problème de la langue française, qui met plusieurs types de jeux sur le même terme. Non, c'est le problème des gens qui veulent, tous en tant qu'on est, je veux dire, je m'inclus à l'intérieur, qui veulent rentrer les trucs dans des cases. Ouais. C'est plus ça, en fait. Il y a des jeux à narration, il y a des jeux à histoire qu'on se raconte, et c'est finalement pas la même catégorie. Voilà, et donc effectivement, quand tu vis une partie de chevalier, quand la partie elle est ce qu'elle doit être, à la fin il se passe des choses. Là on a vécu une partie à Valmeigné avec des joueurs autour de la table, où t'en as un qui a commencé Félon, puis il est redevenu loyal, et puis il a rebasculé Félon. Ah, c'est ça qu'on aime. Et ça crée des trucs autour de la table qui sont, avec des retournements de situation, des regards où tu te dis mais pourquoi tu fais ça, quoi. Enfin, tu vois, ça c'est parfait, ça. Donc ce jeu-là est en recherche éditeur ? Ouais, tout à fait. Voilà, à bon entendeur. Voilà, c'est un jeu qui est bien avancé, terminé peut-être, je ne sais pas, il y a toujours un travail à faire avec l'éditeur évidemment. Moi je suis encore en train de serrer des écrous dedans, parce que partie après partie, tu te dis, ouais là, un petit peu plus, un petit peu moins, enfin voilà, mais il est à 80-15%. Oui, mais surtout si l'éditeur n'est pas là, parce que l'éditeur a souvent envie aussi de porter un regard sur les projets qu'il publie. Ça pourrait vous intéresser, ce genre de choses ? C'est des questions... Question indiscrète qu'il ne faut pas faire en direct. On continue à regarder les jeux de la ludographie de Bruno Catala, Cléopâtre et la Société des Architectes qui a eu le droit à une nouvelle édition. Avec Ludovic Maublanc. Avec Ludovic Maublanc, c'est le premier qu'on cite avec Ludovic Maublanc. Exactement. Qui date de 2000. Alors, la date est écrite un peu. 2006. Belle année 2006. Nous sommes en 2006. L'année de Duballet. Exactement. Donc, As d'or. Duballet, c'est. Tu as eu plusieurs As d'or, on verra après derrière, il y en a eu d'autres, mais celui-ci... J'en ai eu 3. 3 As d'or. J'ai eu Five Tribes et Dragomino, exactement. Donc dans les 3 catégories également. Le grand chelem dans toutes les catégories, malheureusement. L'As d'or en a fait une 4e. Il reste une 4e catégorie. Qui est ta catégorie de prédilection en plus maintenant. Voilà, mais maintenant je suis trop vieux pour ça. Oh là là, n'importe quoi. Nous avons Mr. Jack avec...
Ludovic Maublanc, bien sûr. Qui mériterait aussi une nouvelle édition. Bah, c'est un jeu qui là aussi, je pense, a marqué un peu son temps. Voilà, c'est un indispensable. Je trouve que ce jeu, malheureusement, aujourd'hui, n'est pas porté suffisamment et mériterait d'être plus mis en avant et de renaître un peu. Il est porté aujourd'hui, ou plutôt il est en absence de portage par un éditeur moribond. Donc il fait rien, voilà. Donc c'est sûr que ça aide pas. Mais normalement, c'est un jeu qui doit figurer dans le top 20 des jeux de société, régulièrement des ventes. En tout cas, c'est un grand classique du jeu pour 2 joueurs. Un grand souvenir de la partie avec Serge. Ouais. À Lyon. Ouais. Bah, sur tous les jeux vraiment tactiques, c'est un joueur d'échecs. Hein, donc c'est... Quand tu joues contre lui, tu as intérêt à être réveillé. Tu noteras que je ne te pose pas la question, Philippe Mouret, de ce jeu devrait être chez Asmodée et mis en avant. Je me permets de ne pas te la poser et tu as le droit de ne pas réagir. De toute façon, il est édité par Hurricane. Oui, il est distribué par Asmodée. Mais celui-ci, j'aimerais tellement le revoir dans les vitrines des magasins de jeux de société. J'ai jamais fait de vidéo dessus, j'aimerais beaucoup faire une vidéo sur Mr. Jack pour annoncer sa nouvelle édition. Et j'aimerais tout autant, et peut-être, je dirais pas plus encore, mais je pense que c'est peut-être encore plus dans l'air du temps ce type de jeu, avoir enfin la nouvelle version de Mr. Jack Pocket. Parce que voilà, le jeu aujourd'hui, il est même plus en stock nulle part, quoi. C'est fou. Ça n'a pas de sens. C'est la vie. Bon, c'est peut-être Jamaïca, donc juste là aussi épisode. on a une histoire avec le monsieur qui est à côté de moi, parce que cette nouvelle version dans cette boîte carrée a été a été lancée à ton initiative, donc ce retravail-là. Un jeu avec Sébastien Pochon et Malcolm Braff, donc là aussi des belles rencontres, Seb en particulier, enfin Malcolm aussi, mais voilà, Seb ça fait partie des gens qui dans le milieu du jeu... Enfin voilà, tu te dis, ok, monsieur, quoi, bravo. C'est un chef-d'œuvre aussi, mais on voit que des chefs-d'œuvre. Et ce qui est très fort, et là j'en parle de façon, je peux le dire parce que j'y suis pour rien, c'est le travail de Seb. C'est-à-dire que ce que je trouve très fort dans ce jeu-là, c'est que c'était lui l'éditeur, donc c'est lui qui s'est chargé de toute la réalisation graphique, etc., etc. C'est un jeu de 2007, et t'ouvres la boîte aujourd'hui. Il n'y a rien qui est dépassé. Le jeu, il est... Je parle pas du game design, parce que là, ça serait très prétentieux de dire des choses par rapport à ça. Mais je parle de sa réalisation. Tu dis, la réalisation, c'est tellement d'aujourd'hui, alors que c'est un jeu de 2007, c'en est incroyable. Il est extraordinaire, il est magnifique aussi. Les illustrations sont incroyables. Et il est toujours disponible, celui-ci. On peut se le procurer. Et alors, si vous ne l'avez pas... Prenez-le parce que c'est un jeu familial extraordinaire. Qui est extraordinaire. Et c'est un peu une frustration au niveau groupe. Enfin, pour moi, Jamaïca, c'est un jeu qui devrait avoir une place depuis toutes ces années à un niveau de vente et de distribution digne de nos piliers, les aventuriers du rail. Et malheureusement, c'est le cas en France. Avec cette nouvelle édition, on a réussi à faire réapparaître le jeu sur certains marchés. Mais globalement, voilà, je pense qu'on n'a pas encore atteint le niveau de vente... Parce que je pense que ce jeu a toutes les portes ouvertes pour ouvrir toutes les portes. Pardon. Oui. Voilà. Oui. Bon, d'où une orientation graphique plus grand public. Tout à fait. Non, mais puis en plus, je pense que le format, on a plein de débats par rapport à ça. Je sais que, par exemple, Seb, il n'est pas forcément raccord avec ce choix-là. Enfin, du moins, il le comprend, mais moi, je pense vraiment que c'est juste, en fait, d'être dans ce format-là, vraiment. Ensuite, alors on a parlé beaucoup de jeux qui sont des jeux de plateau. Il y a une période depuis peu où tu as des jeux de cartes extrêmement efficaces, dont Mo fait partie. Mo, c'est le jeu que je joue tous les midis quasiment. Toujours. Pourtant, ça date pas d'hier. Et surtout qu'on y jouait déjà tous les midis avant que ça soit publié, parce que toujours pareil, entre la date de publication et puis le moment où moi j'ai fini le proto, il y a souvent 2 ans. Donc, tu vois, c'est... Donc là, j'ai fait plus de 3000 parties et j'y joue toujours avec le même plaisir et on se pourrit autour de la table. Et c'est un jeu qui prend tout son sel quand tu peux vraiment continuer à le jouer encore et encore avec les mêmes personnes. Oui. Ah oui, c'était des jeux de tribu d'une certaine manière. C'est nos jeux références sur lesquels on revient. Bon, tu as vu, j'ai sélectionné quand même. J'ai fait un choix, mais tous ceux qu'on monte, ce sont des indispensables. On a déjà parlé de Senji, on passe assez rapidement. Cyclades. Ludovic Maublanc aussi, je veux dire. Donc, un autre chef-d'œuvre, mais je le dis souvent. C'est gentil, mais et c'est un jeu dont je suis très content qu'il ait une seconde vie là, aujourd'hui, puisqu'en fait il va sortir en décembre.
Oui. Dans la nouvelle version. De luxe, magnifique. Qu'on a retravaillé avec Ludo et voilà, et sur lequel on a conservé. On change d'éditeur, mais on change pas de porteur parce qu'en fait, c'est une histoire. Moi, je suis très sensible aux histoires humaines. Oui. Et en fait, Cyclades, c'est une histoire entre Ludovic, Hicham. Ex-Matago, Studio H aujourd'hui. Voilà, tac. Et pour nous, ça ne faisait pas de sens de ne pas continuer ce jeu avec Hicham. Donc du coup, on a changé de portage pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'histoire. Et j'allais dire c'est un succès, et en fait il n'est pas sorti. Donc j'anticipe un petit peu, mais c'est déjà un succès de par la version, le financement participatif qui a eu lieu et qui montre que des jeux qui ont existé peuvent rencontrer un énorme succès, qu'il y a une raison de les rééditer aussi. Alors il a choisi cette voie du financement participatif qui est peut-être justifiée pour un jeu de ce volume-là, ce qui permet déjà d'assurer la production et puis et après on verra le succès en boutique, j'espère en tout cas, parce que ça fait aussi partie des piliers. Moi j'avais mis quand on nous a proposé quand on nous a demandé de faire un KS, moi je suis pas forcément, j'ai pas une appétence personnelle, j'ai plutôt une méfiance par rapport à ça, parce que souvent je trouve que l'essence même du financement participatif est dévoyée par le fait de faire du plus qui sert à rien pour simplement générer du pognon, mais en fait moi ce que j'ai envie c'est que le jeu il soit joué. Et surtout, ce que je voulais pas, c'est que des gens qui ont plus de moyens puissent accéder à des éléments de gameplay, si tu veux, que des gens qui ont moins de moyens n'aient pas. Et donc, du coup, on s'était entendu avant le lancement du KS sur le fait que, de toute façon, oui, ceux qui vont mettre plus d'argent auront peut-être du matériel upgradé, mais il n'y a aucun élément de gameplay qui ne sera pas accessible à quelqu'un qui va l'acheter en magasin, et ça, c'était quelque chose de très important pour moi. Alors, on aurait pu générer plus d'argent en faisant autrement, mais c'était pas le propos. C'était pas autorisé par Bruno Cathala. Non. Et Ludovic Maublanc. Et Ludovic Maublanc, bien entendu. On continue de parler de Bruno Cathala et de Ludovic Maublanc avec Daystone, un jeu qui aujourd'hui n'est plus trop disponible, non ? C'est un jeu, c'est pas qu'il est plus trop disponible, mais je pense que c'est un jeu qui est un peu en fin de vie aujourd'hui. C'est dommage, j'aime tellement Daystone. Il mériterait d'avoir autre chose autour de ce jeu. Ouais, il faudrait qu'on réussisse à le Peut-être qu'il doit être rénové, celui-ci. Il faudrait qu'on réussisse à le dynamiser. Oui, c'est ça. À faire des parties un peu moins longues, entre guillemets, et c'est faisable, hein. Mais surtout, il a un inconvénient dans le paysage ludique aujourd'hui, c'est son coût de fabrication, parce qu'en fait, si tu veux pouvoir jouer jusqu'à 5, ce qui était le cas, il faut 25 dés et 5 gobelets. Et rien que ça nécessite nécessairement un prix de marché qui finalement est peut-être plus cohérent avec ton expérience de jeu. Toi, c'est là où on a réfléchi à tenter de trouver des astuces pour diminuer le matos sans changer l'expérience de jeu, mais on n'a pas réussi à trouver quelque chose de pertinent aujourd'hui. Mais voilà, sa problématique, elle est là. Elle est sur le rapport entre le coût et l'expérience. Sobek qui a eu droit à une nouvelle édition en version 2 joueurs uniquement chez Ketchup Games, la première version qui est publiée par Gameworks. C'est un jeu moi que j'ai adoré vraiment, donc je suis très attaché à ce jeu. Il fallait le mettre dans cette sélection là. Le Petit Prince, avec Antoine Bossard. Et ça a été, on se connaissait déjà depuis un temps, on avait des envies communes et ça a été le premier jeu sur lequel on a rencontré un écho commun au niveau du public. Oui. Un vrai succès. Il a le droit à une nouvelle version aujourd'hui. Il ne s'appelle plus du tout Le Petit Prince. Il s'appelle trou de mémoire, Les Îles. L'île, toi aussi. Mille et une îles. Mille et une îles, exactement. Mais ça n'a pas marché. Ça a moins marché, mais c'est toujours aussi bien. C'est vraiment un jeu épuré en termes de mécanique. Après, pas forcément de la place pour tous les jeux en continu. Il n'y a que des chefs-d'œuvre. Abyss. Non, mais si, vraiment, Abyss, c'est une gamme. C'est plus qu'un jeu, c'est une gamme. C'est même des romans. Abyss avec Charles Chevalier. Voilà, chez Bombix. Et donc, voilà. Et là aussi, c'est l'histoire avec Bombix. Et Bombix, c'est un éditeur cher à mon cœur parce que j'aime leur façon de travailler. J'aime leur choix graphique. Qu'on aime ou qu'on aime. Enfin, comment dire. J'aime le fait qu'ils aient toujours une direction artistique affirmée. Donc avec des produits qui ressemblent quasiment à rien d'autre. Alors des fois ça rencontre le public, des fois pas, des fois moins, mais au moins c'est un jeu sur les étagères qui passe pas inaperçu, et en plus ils ont une volonté toujours de porter les jeux dans la durée. Et ça aussi pour des auteurs c'est toujours agréable. On enchaîne avec
Monument, je l'ai beaucoup dit, hein, je crois. Un Monument Five Tribes, j'aime énormément Five Tribes. On en parle un petit peu moins aujourd'hui. Alors, tiens, c'est une extension, j'ai l'impression que j'ai pas pris la boîte de base, mais c'est pour évoquer la boîte de base, évidemment. Si, c'est bien Si, c'est bien la boîte de base. Ok. De la boîte de base. Je me mélange un petit peu. Ouais, donc c'est un jeu, c'est pareil, ça fait partie des jeux dont je me lasse pas. C'est-à-dire que tu me proposes une partie, ça sera oui avec plaisir tout le temps, tout le temps. Ça fait longtemps que j'ai pas joué et j'aimerais bien faire une partie. Ouais, c'est un très grand jeu. Alors, As d'or. Expert sur ce jeu-là. Exactement, donc c'est ton deuxième As d'or. Ouais, très reconnaissant parce que ça m'a vraiment fait plaisir. Il aurait dû gagner peut-être le Spiel aussi cette année-là, mais... il n'était pas nommé, donc il risque pas de gagner. C'est une bonne raison pour pas gagner. Ça me manquait en tout cas quand on voyait le panel. Je me rappelle de cette anecdote-là. Effectivement, c'est un jeu auquel je suis très attaché. On en parle un petit peu moins aujourd'hui. Il est toujours disponible. Oui, il est toujours disponible. Il y a toujours des ventes chaque année. Voilà. Et puis, je crois savoir qu'une adaptation BGA est en cours. 2014. Ça fait 10 ans. Donc il mériterait une édition 10e anniversaire. Seven Wonders Duel. Avec Antoine Bauza, et là pour moi c'est... C'est ta meilleure vente aujourd'hui ? Ouais, c'est clairement un cadeau. C'est-à-dire que quand tu as un auteur comme Antoine qui vient te proposer de travailler avec lui sur une version duel d'une licence majeure, à l'époque c'était déjà une licence majeure, Seven, ça s'appelle un cadeau, et je peux être que reconnaissant, et bon, je suis très content de ce qu'on a fait ensemble. Ça s'appelle une réussite. Ouais. Oui. Et aujourd'hui, on a dépassé les 2 millions d'exemplaires. 2 millions d'exemplaires sur un jeu, c'est un succès incroyable. Tu vois pas tous les commentaires parce qu'on regarde les images et ça les cache dans cette période-là, mais les commentaires sont dithyrambiques évidemment. On a par exemple Madame Modeste qui nous dit là tout de suite, oh là là, Five Tribes, en fait la moitié de ma ludothèque c'est de Bruno. Les gens réalisent l'importance de tous ces jeux parce que c'est frappant. On a rarement l'occasion de regarder la liste des jeux, et vraiment j'ai sélectionné, il y en a plein d'autres qui sont très importants aussi mais que je n'ai pas gardé. On a gardé les indispensables, ceux dont on a le plus parlé, tellement de chefs-d'œuvre, forcément ça donne le vertige. C'est un peu fort quand même. Ah si, non mais attends, on est en train d'enchaîner les jeux, on parle de Abyss, du Petit Prince, d'Abyss, de Five Tribes, sur tous les jeux, et là tu vois la liste des années qui se succèdent, qui sont pas très éloignées, 2014, 2015. Mais après j'ai la chance aussi, mais c'est pas pour être pudique, hein, mais j'ai aussi la chance d'avoir été avec des partenaires. C'est parce que non mais c'est vrai que je rigole parce que je vois le suivant. J'ai été avec des partenaires. On enchaîne Kick Domino, on est toujours l'année suivante, énorme succès, chef-d'œuvre également. Pareil, on est en train d'atteindre les 2 millions d'exemplaires aussi. Voilà. Donc, c'est chance. Évidemment, moi j'aime beaucoup King Domino. Il a le droit aussi à une actualité en ce moment. Ouais, en fait, King Domino fait l'objet d'une nouvelle version dans laquelle il n'y a aucun changement de règle. C'est exactement le même jeu, mais par contre, il a été retravaillé graphiquement. Et donc ça arrive, je ne sais pas exactement quand, mais là, dans les semaines, mois à venir, en fait. Je crois peut-être qu'il va être présenté à Essonne, je crois. Il me semble que j'ai vu ça sur une news de Blue Orange. Et ça sera Pauline Detra qui... Oui. Qui gère les illustrations. Qui fait les illustrations, ouais. King Domino, c'est une calaxe entière chez moi, nous dit Evernat sur le chat. Je regarde un petit peu vos commentaires. Ça parle beaucoup. Forcément, les gens se racontent les histoires qu'ils ont autour des jeux de société. On enchaîne avec Oliver Twist, qui est un petit frère de Sobek. Tout à fait, avec Sébastien Pochon. Et avec Maud Chalmel aux illustrations. Tu as signé quelques jeux avec Florian Siriex, dont Imaginarium, toujours chez Bombix. Imaginarium, c'est pareil, c'est un jeu que j'aime beaucoup, et c'est un jeu, et particulièrement avec l'extension qu'on avait faite d'ailleurs. Et on avait fait un jeu à 2 dans cet univers-là aussi, Nicodemus. Oui. Que je préfère, moi, Imaginarium. Que je trouve vraiment... vraiment fort en fait, et le jeu il n'a pas eu le succès qu'on pouvait espérer, il est passé un peu inaperçu, et c'est fort dommage parce que je trouve que le jeu il est peut-être encore plus fort qu'Imaginarium, effectivement. On me cite des jeux que je n'ai pas sélectionnés comme Manchot, Barjo et quelques autres. Il y en a beaucoup, vraiment. Dragomino, alors là,
C'est difficile de passer à côté de ce jeu-là. Il n'y a pas beaucoup de jeux pour enfants. Hein. Non, c'est avec Wilfried et Marie Fort, que justement je suis allé chercher volontairement, à qui j'ai proposé volontairement pour l'occasion, parce qu'en fait, justement, moi, j'avais cette envie d'aller vers le jeu pour enfants, et je pense très honnêtement que c'est pas ma force. Oui. C'est-à-dire tout simplement parce que je ne sais travailler, ma méthode de travail elle est très simple et elle n'a pas changé depuis le début, c'est que je ne sais travailler que sur le jeu que j'ai envie de jouer pour moi-même. Et tu n'es pas un enfant. Et je suis pas un enfant et souvent ce qui va pouvoir potentiellement plaire à un enfant m'échappe un peu en fait. Alors après il y a des jeux pour enfants que moi je peux aimer si tu veux, mais voilà, et j'ai l'impression que ce que je vais aimer moi naturellement c'est déjà un peu compliqué. Et donc là je me suis dit si je veux pouvoir réussir à faire quelque chose de pertinent dans ce domaine-là, le mieux c'est quand même que je m'associe avec ceux qui sont référents en la matière et qui par ailleurs sont adorables, que j'aime beaucoup, c'est Wilfried et Marie. Et en fait, j'ai pas honte de dire que même après X années de travail en game design, etc., j'ai énormément appris simplement en travaillant avec eux dans ce domaine-là. Vraiment. Et ça a changé ma façon de voir les choses et j'ai compris des choses. Par rapport à ça, ils sont vraiment exceptionnels. Quel talent. On est d'accord. Ouais. Ils ont pas mal ils collectionnent les prix également dans cette catégorie spécifique du jeu pour enfants. Mais là, Spiel des Jahres et As d'or sur ce jeu-là, on peut dire que pour quelqu'un qui n'est pas expert du jeu enfant, tu as récolté. Mais... Ça pas trop. Et ça va. C'est ce que je disais, c'est une histoire de malentendu finalement. Ouais. Dragomino, on enchaîne avec Trek 12 avec Corentin Lebras, la première fois qu'on le cite aujourd'hui, Corentin Lebras sur ce jeu qui est publié par alors c'est pas la bonne édition là, je vois Pandasaurus Game mais non, l'édition c'est Lumberjack évidemment. C'est l'édition américaine. Vélonimo, on a parlé des jeux de cartes avec Mo. Vélonimo est l'autre jeu de cartes auquel je pense quand je réfléchis. Évidemment, on en reparle régulièrement. L'éditeur suit beaucoup son jeu, il faut le remercier aussi, le féliciter pour ça. Non, mais ça c'est très très agréable et puis pour moi c'est une belle aventure, une aventure là aussi forcément humaine. Oui. Avec François Pétiard. Et puis pour un fan de vélo du Tour de France comme moi, avoir l'opportunité d'avoir une petite version estampillée officiellement Tour de France. Mais oui, cette année. Et avoir eu l'opportunité de passer une journée avec Laurent Jalabert et de jouer avec lui à Vélonimo, si tu veux, pour moi, ça valait le coup. Quoi. J'ai un exemplaire signé par Laurent Jalabert. Je suis très fier, moi, maintenant. Je lis sur le chat La Belle Jeu qui nous dit Trek 12, meilleur jeu de tous les temps. Chacun a sa préférence, forcément. Bien sûr. On voit les petits commentaires. Je suis en train de me rendre compte que les jeux de Bruno prennent 15 mètres carrés chez moi. Baby, tous ces jeux essentiels. Je vous avais prévenu. Et regardez celui-ci. Sea Salt and Pepper, c'est une belle surprise. C'est une belle surprise. 200 000 exemplaires. Quand je dis une surprise, attention, avec Théo Rivière, on a toujours cru au potentiel du jeu. Et bien évidemment. Et en fait, c'est un jeu qui est au stade du proto. En fait, j'avais pendant le confinement, d'ailleurs en même temps que Vélonimo, et on était enfermés à 3 dans l'appart, et tous les midis, on enchaînait Vélonimo, Sea Salt, Vélonimo, Sea Salt, Vélonimo, Sea Salt. Et sans se lasser, pas parce qu'on avait besoin de travailler sur le jeu, mais parce que c'est à ça qu'on voulait jouer. Donc, le potentiel du jeu, je voyais bien. Par contre, j'étais aussi très conscient que l'apprentissage de cette règle-là est pas si simple que ça. C'est très surprenant parce que j'ai quasiment 200 000 exemplaires sur ce jeu-là. 280 000. Ah, donc quasiment 300 000 exemplaires. Ça vient de changer. C'est grâce à cette émission. Non, mais c'est parce que 80 000 boîtes. C'est parce que j'avais pas vu les ventes d'hier. Gros succès. Sur une petite boîte, pas si simple, c'est ça. Pas si simple. Et du coup, en fait, c'est intéressant, c'est très intéressant parce que ça veut dire que quand l'expérience de jeu t'emmène, en fait, les joueurs sont prêts à faire l'effort. Et donc finalement, et je peux te dire qu'avec Théo, des simplifications, on en a testé des tas. Sauf qu'à chaque fois, ça enlevait, sans mauvais jeu de mots, le sel du jeu. Et donc à un moment donné, il faut assumer le fait qu'il y ait une petite complexité, parce que c'est ça qui fait que tu as envie d'y retourner. Je lis le chat et je vois, cette fois-ci, un petit peu plus haut, on a le commentaire de Eric qui nous dit « C'est devenu mon meilleur jeu de Bruno, il a détrôné Five Tribes ». Je ne sais pas si c'est sur celui-ci ou celui d'avant, mais en tout cas, à chaque jeu qu'on sort, on a quelqu'un pour nous dire « C'est mon jeu préféré de Bruno Catala ». C'est vraiment, on voit que les jeux que tu as produits ont marqué les gens. Vélonimo, très bon jeu aussi.
Bruno est un bon vendeur de Kallax, effectivement. Mais où est Raptor? C'est vrai, tu vois, j'ai pas posé Raptor. Je peux me permettre un truc, c'est qu'en fait, ils s'en sont rendus compte chez Ikea. En fait, et ils envisagent de rappeler les Kallax, en fait. J'avais anticipé la blague. Je le connais, mon Bruno. Oui, j'ai pas mis Raptor. Je vous ai dit, j'ai fait des choix qui sont injustes. Mais tous les jeux qu'on monte sont tellement essentiels. Splendor Duel, très gros succès. Avec Marc-André. Voilà, là aussi, c'est forcément quand on te propose de bosser sur un truc comme ça, c'est une chance. Si ce n'est que j'ai commencé par dire non. Sur Splendor. Ouais. Parce que en fait, c'est la réalité. Hein. Parce que en fait, le projet m'intéressait. De fait, mais comme Splendor se joue déjà très bien à deux et qui est très élégant dans sa mécanique, je voulais pas que ça soit une usine à gaz et il fallait pas le faire pour le faire. Il fallait vraiment avoir une idée qui à la fois conserve l'idée de Splendor de base tout en étant un autre jeu. Et donc en fait pendant plusieurs mois j'ai pas eu l'idée. Ouais. Et puis, à un moment donné, on était en train de bosser sur justement le reboîtage de Jamaïca. Ouais. Et tu m'as dit, il faut que je te parle. Et il m'a dit, bon, alors Splendor Duel. Donc, je lui ai refait l'histoire en disant, j'ai pas d'idée. Et il me dit, écoute, Bruno, il faut que tu te sortes les doigts du cul. Et tu me l'as dit comme ça. C'était un pari, en fait. Ouais. On partait, le projet était compliqué, partir avec un jeu qui fonctionne extrêmement bien à deux. Se dire on va aller sur une version duel et puis les choix qu'ont fait Marc et Bruno d'aller vers une complexité un peu plus haute que celle du jeu classique a été la bonne. Ouais. Et donc du coup c'est là où finalement dans la nuit il s'est déclenché un truc, c'était l'idée du plateau. Quand j'ai eu cette idée du plateau, je l'ai testé sur la base de Splendor Marvel en fait. J'ai joué on a fait une partie le matin. Et tout de suite, je t'ai envoyé une photo. Ouais. Et tout de suite, j'ai appelé Marc en disant je crois que j'ai l'idée qui va permettre. Et après, on a construit sur cette idée-là et c'est ce qui a donné Splendor Duel. Et ce gros succès, parce que c'est un gros succès commercial également. On a Eric Bat qui nous dit j'aime beaucoup Hanafuda, mais si Salt & Pepper gomme la complexité du jeu. On a Jesse qui nous dit ça y est, je viens de commander Mr. Jack Pocket. On vend des jeux en direct, forcément. On continue à regarder les jeux qui sont édités par Bruno Cathala. Alors, je me fais disputer aussi sur le chat par ceux qui me disent j'ai pas mis non plus Noé, j'ai pas mis Yamatai, j'ai pas mis. Mais en fait, pardon, mais il y a le journal de 20h de Bruno Mazur. On n'a pas le temps de placer tous les jeux qu'on voudrait placer si on veut rendre l'antenne. Donuts, merci de l'avoir mis dans la liste parce que c'est pas forcément le plus connu aujourd'hui, etc. de tout ce que j'ai fait, mais c'est un jeu qui est très important pour moi et qui a une sorte de Graal. J'estime que, en termes de game design pur, j'estime que c'est ce que j'ai fait de mieux. Donc parce que faire un jeu abstrait pour 2 joueurs, il faut que ça soit hyper simple, hyper pur, qu'après 2000 parties, tu aies toujours envie d'y jouer et voilà. Et donc j'espère avoir réussi ça. Enfin, en tout cas, pour moi, je l'ai réussi. Et donc voilà, donc je suis très très content d'avoir réussi à faire ça en fait. On a le comptoir des jeux qui nous dit Insert, un superbe jeu compilatoire. Les gens ont besoin de citer le nom du prototype. Mélodie Leblond, j'adore Donuts, j'y joue souvent. On a Stan qui nous dit je viens de regarder sur ma ludothèque et j'ai 48 jeux de Bruno Cathala, encore 2. Et j'obtiens les 3 étoiles. On continue. Ah, il y en a encore. Ah, ben il y en a encore, parce que là, on passe en 2024. Ouais, ça, c'est... Ouais, ok. Ça, c'est l'actualité, c'est-à-dire que ça arrive dans un mois, en fait, pour Essen. Et c'est la mécanique de Seven Wonders Duel dans l'univers du Seigneur des Anneaux. On a fait une captation ici. Déjà. Oui. On va vous diffuser ça, parce que ça sort à la fin dans le début octobre, c'est ça? Ouais, le 4 octobre. Le 4 octobre. Et voilà, et donc là, avec Vincent Dutray au pinceau, et écoute, on va croiser les doigts, mais voilà. Ça sent bon. Et puis surtout, il y a des éléments en plus. Je crois qu'on est assez fiers de ce qu'on a fait, vraiment. Oui, on l'évoquait tout à l'heure sur la difficulté de travailler sur les jeux à licence. Voilà, je pense que là, c'est une belle réussite. Oui.
Oui. Et puis, vraiment, j'ai peu de doutes sur le succès du jeu. Il est incroyable. Tu es encore responsable de ça, Philippe, de ce jeu dont on va parler. On l'a beaucoup vu tourner. Nous, en off, à Valménier, par exemple, les retours sont dithyrambiques. Je pense qu'il n'y a pas du tout de doute sur le succès de ce jeu. Oui, l'imbrécation, je trouve que l'imbrécation entre la licence, le thème et l'adaptation de la mécanique de duel, elle est juste parfaite. Oui. Il y a des petites choses en plus. Il y a un matériel qui est agréable. Vous n'avez pas lésiné sur le matériel. Je me faisais la réflexion récemment parce que j'ai eu l'occasion de jouer à d'autres jeux dans lesquels les éditeurs, pour des soucis économiques, essayent de ne pas avoir trop de matériel sur la table, de limiter les éléments. Là, vous avez vraiment fait ce qu'il fallait. On a même des éléments à l'intérieur, je sais plus la matière, mais en plastique, qui permettent de vraiment on a des règles rendre le jeu plus agréable. L'équipe de repos va faire un travail extraordinaire. Puis, alors, éditorialement, tu vois, tu sais à quel point des fois je suis critique sur l'édition. Là, ça fait partie des boîtes où quand on a ouvert la boîte, on s'est dit, en fait, c'est juste parfait. Quoi. Bravo. À part bravo à Bruxelles, bravo. Et on va terminer avec un dernier jeu qui est sorti également cette année. Il s'agit de Solstice, qui a été épuisé peu de temps après sa sortie. Vraiment gros succès. Qui est ressorti en juillet. Et tu me dis ça marche très bien. Qui n'est pas le meilleur moment pour sortir un jeu. J'avais un peu peur, je dois te dire. Moi aussi, je t'avoue. Et parce qu'en fait, quand tu ressors aussi longtemps après, finalement, à l'échelle, maintenant, aujourd'hui, ça va très vite. Donc finalement, en 4 mois, c'est déjà très long. C'est le risque que les boutiques ils repartent pas dessus et tout ça, et donc voilà. Et en fait non, ça s'est très bien passé, ça continue à très bien se passer. Je suis ravi. Les parties se jouent en boucle sur BGA, donc BGA nous porte aussi clairement sur ce projet-là. C'est un vrai bonheur, et du coup... Voilà, petite actualité, je fais de la place parce qu'on va vous montrer quelque chose. Il y a une actualité sur ce jeu, ça a été très demandé, puisque dans ce jeu, vous devez reconstituer une montagne en plaçant les éléments les uns à côté des autres, et on le fait directement sur la table. C'est pas difficile, les numéros sont marqués sur les cartes, les couleurs sont évidentes. Malgré tout, beaucoup de joueurs demandaient à avoir le petit élément qui ne rentre pas du tout dans la boîte, parce que c'est une toute petite boîte, c'est un jeu de poche. Oui, et puis clairement, s'il avait fallu faire une boîte plus grande avec des tapis dedans, etc., en fait, il n'aurait pas été au même prix, et je pense que le prix aurait été trop cher par rapport à l'expérience de jeu. Donc ça veut dire que ces tapis-là ne sont pas du tout indispensables. Pour autant, ils sont très agréables. Ah ben oui, pour ceux qui jouent chez eux. Si tu as envie, tu les achètes séparément. Et si jamais tu as envie d'avoir le support, mais que tu n'as pas envie de te payer les tapis, tu peux toujours télécharger les fiches et te les imprimer à la maison. Je parle en termes de papier, tu vois. Par contre, voilà, une fois que tu as ça, tu te dis, ouais, quand même, c'est cool. C'est très très chouette. Ouais. Ça donne envie d'y rejouer, de le placer sur sa table. Et effectivement, là, je ne doute pas qu'il y a beaucoup d'amateurs de jeux de société qui seront ravis de rajouter le tapis à leur collection. Et puis, en déplacement, on joue sans, mais à la maison, effectivement. Et donc ça, c'est pour l'automne. Ça va arriver là, je crois, d'ici 15... Je crois que c'est d'ici 15 jours. Alors, c'est pas une édition Lumberjack. Non, c'est Vogamat qui fait les tapis. Vogamat, c'est son métier de faire les tapis. Et donc là, c'est des tapis sous licence Solstice. Si vous regardez nos émissions, le tapis qui est en dessous, c'est Vogamat. Ils l'ont laissé au chalet lors de la venue à l'occasion du tournage de Vélonimo. Et on le laisse là parce que c'est tellement agréable. Ils sont super. Et incroyable le tapis de souris. Je n'avais jamais eu un tapis de souris aussi grand. J'en suis particulièrement content. Puis de temps en temps, on fait des teasers. Et puis maintenant, on va faire du teaser moins le quart. C'est-à-dire, c'est du teaser avant le teaser. Avec Corentin, si jamais il s'avère que le succès du jeu est un peu au rendez-vous. Donc là, on va attendre de voir comment ça se passe. On a commencé à bosser sur un tout petit peu plus. On a envie d'en savoir plus. Voilà, il y en a qui ont joué à Valménier. Hein. Pas moi. Voilà, disons qu'il y a des histoires de lucioles. Oh là, on a envie d'en savoir plus. Effectivement, c'est un jeu qui aura peut-être une suite de ce fait, ou d'autres éléments qui pourront se rajouter. Je suis curieux, j'attends la fin du live pour te poser des questions, pour en savoir plus. J'ai très peu tourné Valménier, c'était le sommet des jeux, c'est cet événement dans lequel les éditeurs se sont réunis à la fin de l'été dans les Alpes, à la montagne, pour préparer la rentrée. On a découvert énormément de choses, mais j'ai pas découvert c'est ce dont tu nous parles autour de Solstice. C'est le dernier jeu dont on parle aujourd'hui. Il y en a plein d'autres, il y a plein de projets qui sont en cours. On aura l'occasion de revenir sur tout ce que tu as fait. Ça sent Equinox, nous dit-on sur le chat. Je vois ce que ça signifie. Oui, des projets en cours, très rapidement, Bruno. Quels sont les prochains jeux? Alors, on a parlé de Seven Wonders, pas Seven Wonders, Duel en Terre du Milieu.
Écoute, et puis de Cyclades qui arrive d'ici la fin de l'année, voilà. Et puis l'année prochaine, j'ai une année qui est relativement riche, puisque je crois que j'ai 4 jeux qui arrivent à Cannes. 4 jeux à 2. 4 jeux à 2. Il y en a certains que j'ai vus qui me hype très très fort. Avec du Ludovic Maublanc aussi. Gatsby. Le jeu est génial. Chez Catch-Up, illustré par Christina Alcouf. Oui. Le jeu est génial, le thème est génial. Ça me fait tellement plaisir d'avoir des thèmes qui sont un peu adultes aussi, d'une certaine manière, mais accessibles à tous. Celui-là, ne le loupez pas. Il y a un 2 joueurs dans l'univers d'Abyss, avec Charles Chevalier et Johan Goupy. Abyss continue. Il y a un jeu pareil où on est 3 auteurs, donc avec Jérémy et Eliette Frel, qui sont encore pas connus, mais Jérémy a déjà fait des scénarios, etc., mais voilà, qui sont des voisins. Et ça va s'appeler, enfin du moins, je sais pas comment le jeu va s'appeler, mais notre proto s'appelle Castle Rossignol. Oui, sur le plancher Rossignol. C'est vrai, et c'est chez Sandcastle. Oui, alors un éditeur qui fait aussi partie de la galaxie Asmodée. Distribué, Voilà, et c'est quoi le cas ? Ah oui, et puis il y a Celestia Duo. Celestia Duo chez Blam. Ouais. Dont on n'a pas trop entendu parler jusqu'à présent, mais que les gens viennent de découvrir. Et là, c'est un duo, pourquoi et pas duel ? Parce que c'est un coopératif à 2 joueurs. Voilà. Et plus un jeu qui s'appelle, actuellement en tant que proto, qui s'appelle Central Park. Oui. Sur lequel j'ai posté une mini vidéo pendant l'été là, et qui a un côté spectaculaire de construction 3D en fait, et qui va sortir chez Studio H en fin d'année normalement, l'année prochaine. Et moi j'en ai vu d'autres des prototypes, un autre avec Ludovic Maublanc, la suite de Scarabia. Ah oui bien sûr, mais ça par contre c'est pas pour l'année prochaine. C'est pas pour l'année prochaine. On en a parlé également. C'est signé effectivement, ça sera chez Synapse Games. Oui. Donc avec Carl Brière, et c'est plutôt là au programme de l'année suivante. Nida Vellar, c'est pareil, c'est au programme de l'année suivante. Donc vous n'avez pas fini d'entendre parler de Bruno Catala, on en est ravis, évidemment, puisque cette ludographie qu'on a commencé à regarder n'est pas terminée. Et on le voit, chaque année, il y a des titres marquants, il y en aura d'autres. L'année prochaine, ne loupez pas Gatsby, magnifique. Je suis tellement content du thème que j'ai envie de citer celui-ci en particulier, mais il y en a plein d'autres qui arriveront également. On arrive sur la fin de cette émission qui était très riche. On a tellement parlé de jeux, ça nous fait plaisir, mais on a parlé de gens également, on a parlé d'histoire, on est revenu sur nos souvenirs. On a parlé de Serge surtout, c'est ça qui est important. Oui, également. Et le but. Mais encore une fois, merci pour ça, parce que Merci pour ces choix, Philippe. Merci d'être venu au chalet pour transmettre la patate d'or. Bruno, merci à vous. Bruno, c'est à toi maintenant de remettre le prix. Je ne sais pas si tu as déjà réfléchi, tu as le temps. C'est pas du tout le moment de l'annoncer, ça c'est certain, mais tu as le temps pour bien... Oui, bien sûr que j'ai commencé à réfléchir, mais je pense que comme toi, il y a 1000 pistes en fait, et ça dépend, et là à nouveau, comme de la même façon, ça rejoint une discussion qu'on avait hier soir, qui n'a rien à voir, et tout à voir en même temps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, un prix, un choix d'un jury à un moment donné, c'est un choix politique. Quand je dis politique, je ne parle pas dans le sens politicien, mais dans le sens noble de la politique, c'est-à-dire d'avoir envie de dire quelque chose. Là, Philippe avait, au travers de ce prix-là, avait envie de dire quelque chose. Oui. Et donc, Régis, quand il le transmet à Sophie, aussi parce qu'il a envie de dire quelque chose. Et donc, moi, j'ai envie de dire plein de choses. Il y aura 12 prix l'année prochaine. Non, il n'y aura pas 12 prix. Et donc, forcément, il faudra que je fasse un choix de priorité par rapport à ce que j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Le suspense est lancé, les pronostics. Ça t'apparaîtra comme exactement, mais ça me pèse pas, de toute façon. Après, quand je fais un choix, mais voilà, mais c'est... Voilà, on découvrira ça l'année prochaine, on ne sait pas encore quand, on ne sait pas encore à quel moment et sous quelle forme, mais la patate d'or continue. Il y aura un successeur à ce palmarès qui est incroyable. Moi, je le trouve extraordinaire. J'étais ravi de faire cette émission, de me remémorer tous ces souvenirs. Il y aura des suites à tout ça. Vous étiez très nombreux ce matin. On a fait un très gros score. Josette Pichon. Ah oui, ça, je m'attends. Et le prix est remis à Michel Barnier. Quoi ? Quelle surprise, je m'y attendais pas du tout. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos en live ou en différé sur la chaîne YouTube. À très bientôt. Merci.